Des hommes plus bêtes et plus moches que vous séduisent de très belles femmes. Je vais vous expliquer pourquoi, je vais vous dire exactement comment ils font, je vais vous donner plusieurs exemples de mon vécu et surtout ce que je vais vous dire dans cet audio, c'est comment vous pouvez faire la même chose, comment vous pouvez obtenir le même résultat en moins d'efforts parce que si ces personnes-là qui sont plus bêtes et plus moches que vous y arrivent, il n'y a aucune raison pour laquelle vous ne pouvez pas y arriver. Avant d'enchaîner tout de suite avec le premier exemple qui est une personne qui s'appelle Dieu Alban, et écoutez bien cet audio jusqu'au bout parce que cet exemple va remettre en question tout ce que vous pensez savoir sur la séduction et les femmes. Je me présente en quelques secondes si vous me découvrez pour la première fois. Je m'appelle Mike, je suis entrepreneur, je gère plusieurs marques sur Internet et notamment une marque qui s'appelle DDP où on accompagne des hommes célibataires à reprendre le pouvoir sur leurs relations amoureuses grâce aux applications de rencontres. Ça fait 15 ans que je fais ce métier et si vous voulez avoir plus d'infos par rapport à ça, vous pouvez vous rendre en description de ce podcast. Maintenant, on va enchaîner tout de suite sur le premier exemple que je vous ai promis par rapport à une personne que j'ai connue à mes débuts dans le milieu de la séduction, donc c'est-à-dire dans les années 2010, puisque quand j'ai commencé à m'intéresser sérieusement à la séduction à travers les communautés de séduction, c'était en 2008, très exactement. Et au début des années 2010, j'ai connu une personne qui s'appelle Alban, une personne avec un très faible statut social, une personne radin comme pas possible, une personne qui ne gagnait pas beaucoup d'argent, et surtout une personne, quand vous le rencontrez, vous vous dites « Putain, mais il a un QI à 2 chiffres ». Et pourtant, cet homme-là, il rendait fou toute ma bande de potes à l'époque. Pourquoi il rendait fou toute ma bande de potes ? Parce qu'en fait, Alban avait cette capacité presque surhumaine de séduire, de coucher avec de très belles femmes, alors que lui-même ne ressemble pas à grand-chose, que c'est quelqu'un, en fait, vous le croisez dans la rue, vous vous dites, c'est pas le genre d'homme qui va coucher avec des bombes. Et pourtant, c'était le cas. Je l'ai vu de mes yeux, tous mes potes l'ont vu, il rendait fou de jalousie certains de mes amis d'ailleurs, et j'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment il faisait. Et je vais vous expliquer tout à l'heure quelle est la technique qu'il utilisait et pourquoi vous n'utilisez pas cette technique et que c'est une des raisons pour laquelle vous n'avez pas de résultat. Je vais vous donner la réponse tout à l'heure. Ça, c'était le premier exemple dont je vais vous parler. C'était celui de Alban. Maintenant, je vais vous prendre l'exemple d'une personne qui est à l'opposé. Une personne qui vous ressemble probablement, qui a probablement toutes les mêmes qualités que vous et qui pourtant n'a jamais réussi de toute sa vie à séduire une très belle femme. Donc, cette deuxième personne, c'est un ami personnel que je connais depuis la fin des années 2010, que j'ai rencontré, pareil, dans les communautés de séduction à l'époque, avant de créer DDP d'ailleurs. DDP, qui est ma marque de coaching séduction pour hommes, existe depuis 2017, mais à cette époque-là, DDP n'existait pas encore. Donc, j'ai connu à travers les communautés, et c'était une personne, un homme qui avait absolument tout pour plaire. C'était un homme qui était ingénieur. C'est peut-être votre cas aussi, ou alors peut-être que vous êtes cadre, parce que je sais qu'une grosse partie de notre clientèle chez DDP est constituée de cadres, ingénieurs, entrepreneurs, freelance ou profession libérale. Donc on est plutôt sur un niveau CSP+, puisque on est sur des programmes qui se veulent premium, et du coup on attire forcément des CSP+. Et cet homme-là, on va l'appeler, comment on va l'appeler ? On va l'appeler Bob, voilà, ce premier prénom qui me passe par la tête. Bob, donc, était ingénieur. Bob gagnait beaucoup mieux sa vie que moi, puisqu'à cette époque-là, j'étais moi aussi ingénieur. Par contre, entre guillemets, la malchance que j'avais, c'est que je travaillais dans l'industrie aéronautique. Alors, vous le savez peut-être pas, mais dans le milieu de l'ingénierie, les salaires sont extrêmement variables. C'est-à-dire que si vous travaillez, par exemple, dans l'industrie bancaire, si vous êtes ingénieur chez BNP Paribas, par exemple, ou à Société Générale, ou chez, j'en sais rien, Morgan Stanley, etc., vous allez très bien gagner votre vie. Alors que dans l'industrie aéronautique, malheureusement, les salaires ne sont pas très, très élevés. Donc,
j'avais un salaire qui était en dessous de la moyenne des ingénieurs du marché. Donc à l'époque, je devais être à peu près à 40K, quelque chose comme ça, en dehors des primes, bien sûr, mais j'étais autour des 40K. Alors 40K, vous allez me dire, c'est pas mal. Ouais, sauf que j'avais 5 ou 6 années d'expérience. Et Bob, lui, il était ingénieur dans la sécurité informatique. Il était à plus de 60 ou 65K. Donc il était très très bien payé. Bob, il a un physique avantageux. C'est-à-dire qu'il est grand, il a aucune... enfin, en tout cas, ça a changé après. Il avait aucune calvitie au moment où je l'ai connu. Après, il a commencé à avoir la calvitie, puis après, il a fait une greffe de cheveux. Mais sinon, c'est quelqu'un qui est pile dans les standards de beauté actuels. Mais quand je dis pile, c'est vraiment à 100%. Bob ne faisait pas de sport, mais par contre, Bob, il avait un physique plutôt athlétique. Donc, c'est-à-dire, il avait vraiment un physique attirant. Bob également, c'était quelqu'un d'intelligent. Ce qui est normal, puisque s'il est ingénieur, c'est qu'il a un minimum intelligent. Ça veut dire qu'il a une capacité de travail qui l'a amené à faire tout ça. Donc Bob, finalement, il avait beaucoup de qualités. Il est de bonne famille, c'est quelqu'un qui est fondamentalement sympa. Bon, bien sûr, il a ses dark side, mais c'est quelqu'un qui est sympa. Et en fait, ce qui m'a toujours sidéré chez Bob, c'est qu'en fait, Bob, malgré toutes ses qualités, avait moins de résultats qu'une personne comme Alban, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et quand j'ai rencontré Bob au début, moi j'étais persuadé que c'était un homme qui avait beaucoup de succès avec les femmes, parce qu'il a tout ce qu'il faut, il a tous les capitaux, entre guillemets, pour y arriver. Mais ce n'était pas le cas. Non seulement il n'était pas au niveau de ce qu'il voudrait être, mais en plus de ça, les femmes qu'il arrivait à choper étaient largement en dessous de son niveau de valeur quand on le rencontre. C'est-à-dire que quand vous rencontrez Bob, vous dites, bon, lui, c'est un mec, c'est un 8, 8,5 sur 10. En fait, il séduisait des 6 sur 10, des 5 sur 10. Alors, vous allez peut-être me dire que je suis un peu méchant de dire, oui, mais attends, Mike, tu mets des 6 sur 10, c'est un peu réducteur. Non, objectivement, vous regardez Bob, vous le mettez en face des nanas qu'il chopait, il y avait un décalage en termes de valeur, clairement. Et je le lui ai déjà dit, d'ailleurs, soit dit en passant. Je ne sais pas si Bob écoutera un jour ce podcast, il se reconnaîtra, mais je lui ai déjà dit que les nanas qu'il approchait et avec qui il couchait étaient en dessous de ce qu'il était censé faire. Mais là, on se pose la question, du coup, comment se fait-il qu'un homme avec beaucoup plus de capitaux et beaucoup plus intelligent que Alban ait moins de résultats? Comment cela est possible? Il y a plusieurs éléments de réponse et je vais les énumérer les uns après les autres parce qu'il y a forcément parmi ces raisons que je vais vous annoncer dans la suite du podcast qui fait qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à rencontrer des femmes qui vous plaisent et que ce sont d'autres hommes moins intelligents et moins beaux que vous qui arrivent alors que vous n'y arrivez pas. Et on va se dire les choses franchement, c'est extrêmement frustrant. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Et c'est une situation que j'ai vécue aussi au tout début de mon parcours en séduction. En 2008-2009, j'estimais avoir une certaine valeur. C'est-à-dire, j'étais pas trop con, j'étais en école d'ingénieur, je me considérais comme quelqu'un globalement intelligent. Donc, je considérais avoir un certain nombre de capitaux, de choses intéressantes pour les femmes. Et quand j'étais à l'école ou au fur et à mesure de mon parcours de séduction, je voyais des mecs plus cons que moi avoir plus de résultats. Comment cela est-il possible? Je vais vous lister toutes les raisons. Et ça va être un petit peu dans le désordre. Et vous piocherez là-dedans par rapport à celle qui vous parle le plus pour que vous puissiez vous améliorer en séduction. Donc ça, c'est des petits conseils que je vais distiller jusqu'à la fin de ce podcast pour avoir évidemment la méthode complète qui permet d'avoir ces résultats. Ça se passe chez DDP. Vous avez le lien qui se trouve en description qui vous donne accès à des ressources gratuites pour vous puissiez voir un petit peu ce qu'on fait, etc. Et puis ensuite décider si vous utilisez la méthode ou si vous se débrouillez de votre côté, tout simplement. Première chose qui fait la différence entre Bob
Et Alban, c'est déjà quelque chose de fondamental avant même de parler de méthode, c'est le standard, le standard de sélection que vous vous imposez à vous-même. Et ça, mine de rien, ça faisait une grosse différence. C'est-à-dire que, en fait, Alban, alors, bien sûr, Alban, il a déjà essayé de séduire des femmes très très moches, on l'a déjà vu faire, mais globalement, Alban, c'est quelqu'un qui avait un standard assez élevé. C'est-à-dire que Alban, quand il y avait une très belle femme qui lui plaisait, eh ben, il y allait. C'est aussi bête que ça, mais combien de fois j'ai vu des hommes avoir un standard de sélection en dessous de ce qu'ils devraient faire. Et bien, juste ça, c'est une énorme différence entre Alban et Bob. Alban avait un standard globalement élevé et quand il voyait une belle femme, il allait vers la belle femme. Alors que Bob, c'était plutôt l'inverse. Dans une pièce, il y a plusieurs femmes autour de lui. Ça lui arrivait d'aller voir des femmes qui lui plaisaient vraiment, mais globalement, il se tournait quand même vers des 6 sur 10, vers des 5 sur 10, parce que ça lui faisait moins peur, parce qu'il avait peur du râteau, et parce que globalement, il se disait que ce serait plus facile. Et en fait, ça n'a l'air de rien, mais ce sur quoi je veux mettre l'attention, c'est que le standard que vous vous imposez à vous-même va driver directement les résultats que vous allez obtenir. Avant même qu'on commence à parler de méthode, de technique, de passage à l'action, quel est votre objectif? Quel est votre standard? Ça, c'est un vrai conseil de vie que je vous invite à adopter et que j'adopte dans ma vie depuis très longtemps également. Me donner des standards très élevés, même si ça me paraît difficile au début, ce qui sera votre cas aussi, parce que vous mettre des standards élevés, ça vous paraîtra des objectifs relativement difficiles. Pourtant, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Au niveau de la séduction, les premières années 2008, 2011, 2012, je m'imposais pas forcément de standards très élevés parce que je débutais. Par contre, je l'ai fait après. C'est-à-dire qu'il est arrivé un moment où je me suis dit que je me suis imposé ce standard-là. C'est-à-dire que dans mon échelle de notation, de quand je voyais une femme, que ce soit sur Tinder ou ailleurs, et que, entre guillemets, je lui mettais une note sur 10 par rapport à si elle m'attirait ou pas, je m'interdisais d'approcher toutes celles qui étaient en dessous de 8 sur 10. Donc, c'est-à-dire que quand j'étais amené à discuter, par exemple sur Tinder, ou quand je sortais dans un bar et que j'allais parler à une femme, si dans ma tête elle est en dessous de 8 sur 10, j'y allais pas. Je me focalisais uniquement sur celles qui étaient minimum 8 sur 10. Et ce petit détail, ça n'a l'air de rien, mais il y a combien de mecs qui le font? Il n'y en a pas beaucoup. Ça, je peux vous le dire. Beaucoup d'hommes n'ont aucun standard, aucun critère de sélection. Et vous le voyez sur les applications de rencontres comme Tinder, d'ailleurs, beaucoup d'hommes ont zéro sélectivité. Donc ça, vous pouvez déjà le faire pour la séduction. Mais vous pouvez aussi l'extrapoler sur tous les domaines de la vie. Par exemple, pour le sport. Pour le sport, je suis une méthode bien particulière dont je parle assez régulièrement d'ailleurs sur mes réseaux, sur mon canal Telegram ou sur la liste email. Pareil, pour vous inscrire, vous avez le lien qui se trouve en dessous de la vidéo de ce podcast. J'ai un standard élevé parce que je veux atteindre un objectif précis, un objectif qui est élevé. Et comme je me focalise à 100% sur cet objectif, du coup, je vais éliminer tout ce qui ralentit ma progression par rapport à cet objectif-là. Et devinez ce qui se passe, c'est comme ça que j'atteins ces objectifs. C'est comme ça que je suis passé de 70 kilos au début des années 2010 où j'étais anorexique. J'étais anorexique à une époque. À aujourd'hui 108 kilos. J'ai pris 7, 8, 9, 38 kilos. Donc vous imaginez que ça fait quand même du changement. Et ce changement, il n'est pas arrivé par hasard, parce qu'à la base, je suis ectomorphe anorexique. Donc, il n'est pas arrivé parce que j'ai une génétique qui m'avantagerait, parce que ce n'est pas du tout le cas, puisque j'étais anorexique, et qu'à la base, j'ai une morphologie ectomorphe. C'est arrivé parce que je me suis imposé ce standard. OK ? C'est la même chose également pour la gestion au quotidien de mes entreprises. Que ce soit chez DDP, pour la séduction pour hommes, que ce soit chez Lovers in Paris, séduction pour femmes,
ou que ce soit mon cabinet d'accompagnement marketing Mike Troy, vous avez tous les liens pour rappel en description de ce podcast. J'ai toujours imposé, déjà à moi-même, mais aussi avec toutes les personnes avec qui je travaille, un standard de qualité très élevé. Chez DDP, par exemple, avec notre programme Premium Abondance, on impose un standard très élevé en termes d'obtention de résultats. C'est comme ça qu'on constitue l'équipe. Et c'est pour cette raison-là qu'on fait obtenir de gros résultats à nos clients. Non pas parce que nous sommes des génies, ce n'est pas le cas, on est des êtres humains comme tout le monde, mais parce qu'on s'impose ce standard de qualité élevé. OK ? Voilà pour les quelques exemples, mais ça, c'est déjà la première chose que je vous invite à faire. Imposez-vous un standard de qualité élevé et n'en dérogez pas. Ne faites pas cette erreur de baisser vos standards par manque de confiance en vous ou parce que vous pensez que ça va être difficile ou toute autre raison. OK ? Première chose. Deuxième raison qui fait la différence entre Bob et Alban. Alban, il avait une technique qui m'a toujours fasciné. C'est que Alban, il faisait jamais ce qu'on appelle du direct game. En séduction, ça c'est des choses que vous apprendrez typiquement chez DDP. En séduction, grosso modo, si on fait une classification des approches de séduction, on peut les classer en deux types. C'est évidemment une classification simplifiée. Ce qu'on appelle le direct game et l'indirect game. Le direct game, c'est quand vous approchez, quand vous parlez à une femme, que ce soit sur Tinder, dans la rue ou peu importe, et que vous verbalisez explicitement votre attirance dès le départ. Donc, c'est-à-dire, dès le départ, vous dites à cette femme, écoute, je t'ai vu et je te trouve sexy. Du coup, j'ai envie de te parler. Ça, c'est ce qu'on appelle une approche directe. L'approche indirecte, c'est grosso modo quand vous allez presque vous mettre volontairement en friend zone. Donc, c'est-à-dire, en fait, vous allez passer sous le radar, vous allez utiliser un prétexte, une raison extérieure, peu importe, pour amorcer la discussion. C'est ça la différence entre les deux. Et en fait, Alban, il faisait jamais de direct game. Je l'ai jamais vu de ma vie faire du direct. Il a toujours fait de l'indirect. Parce qu'en fait, ça lui permet de passer sous le radar. Et comme il passe sous le radar, en fait, la nana ne le qualifie pas de putain de dragueur, encore un mec qui vient de draguer. Et donc, il passe sous le radar et en fait, il discute pendant des heures avec la meuf comme ça. Et petit à petit, il se rapproche, petit à petit, très subtilement. Et c'est comme ça, en fait, qu'il arrive à séduire de très belles femmes. Alors que s'il avait fait du direct game dès le départ, en fait, ce ne serait pas passé. Et ça, c'est la deuxième astuce, deuxième conseil que je peux vous donner. Prendre conscience, en toute objectivité, de vos forces et de vos faiblesses. Et surtout, d'utiliser, entre guillemets, vos faiblesses comme un avantage. Alban, c'est quelqu'un qui a toujours su que son physique ne serait jamais une arme de séduction. Il n'a jamais été dans le déni là-dessus. Donc, c'est pour ça qu'il ne fait pas de direct game. Pour autant, Alban, il ne s'est jamais trouvé cette excuse qu'on peut souvent voir sur Internet de se dire « si j'arrive pas à choper, c'est parce que je suis moche ». À aucun moment, il a prononcé cette phrase. On va y revenir d'ailleurs, parce que ça va être un des autres conseils que je vais vous donner après. Alban est parfaitement conscient de ses forces et ses faiblesses. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il met l'accent sur ses forces et il utilise ses faiblesses pour passer sous le radar. Donc, c'est-à-dire que Alban, il y a un mot pour résumer entre guillemets, sa technique de drague au début, c'est ce qu'on pourrait appeler la nonchalance. Alban, vous voulez draguer une femme, en fait, il a une nonchalance déstabilisante et en fait, c'est grâce à ça qu'il arrive à créer une connexion avec les femmes. Et c'est ça, en fait, sa technique. En fait, il a compris que ça, c'était son arme de séduction. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la self-awareness chez les Américains. Et si on dirait en français, on dirait « connais-toi toi-même ». Donc ça, c'est la deuxième chose que je peux vous dire. Connaissez-vous vous-même. Soyez parfaitement objectif
sur vos forces et vos faiblesses et utilisez-les de la bonne façon. Je vais vous donner un autre exemple en ce qui me concerne. Alors, je sais que ça ne s'entend pas sur le podcast parce qu'à chaque fois que je le dis, il y a toujours des clients qui me croient pas, mais je vais le répéter. À la base, je suis un timide maladif. Je suis un ancien timide. Si vous allez sur le site des DP, vous voyez mes photos de avant, je pense que ça crève les yeux. J'étais quelqu'un d'une timidité extrême. Et quelqu'un de très introverti. Par exemple, sur le test MBTI, introversion, extraversion, je suis à 81% d'introversion. Ce qui est énorme, fondamentalement. Et je sais qu'il y a beaucoup de clients qui sont choqués de ça parce qu'ils me disent bah non, mec, je sais pas, tu parles bien, etc. Parce qu'en fait, ces clients-là confondent l'introversion et la dominance, ce qui n'est pas la même chose. On peut avoir beaucoup de dominance tout en étant introverti. Tout comme on peut être extraverti avec peu de dominance. Ça arrive aussi. Les deux sont indépendants. Dans mon cas, quand j'ai démarré mon parcours de séduction, au bout de quelques années, alors j'ai essayé de le faire, mais au bout de quelques années, j'ai compris que je ne serais jamais un tchatcheur. Je ne serais jamais quelqu'un avec une grande répartie. Et je sais que ça ne s'entend pas dans ce podcast parce que vous avez tous l'impression que j'ai de la répartie. Je vous assure que face à un extraverti qui a de la tchatch, je ne fais pas le poids. Un extraverti, il me prend, il me retourne 3 fois dans tous les sens et c'est lui qui a plus de répartie. Donc en fait, j'ai compris que ce ne serait jamais une arme de séduction que je pourrais actionner. Et je vous donne un exemple. Il y avait un de mes meilleurs amis à l'époque avec qui je sortais beaucoup qui s'appelait Seb. Je ne sais pas s'il écoutera ce podcast un jour. Si c'est le cas, je lui passe le bonjour. Seb m'a toujours bluffé pour une de ses qualités. C'est lui, pour le coup, c'était mon opposé complet par rapport à ça. Seb, je pense que sur introversion-extraversion, il devait être à 80% d'extraversion. Donc Seb, c'était vraiment un connecteur social, un extraverti, un tchatcheur, un mec qui sait toujours quoi dire et qui, en plus, disait des choses pertinentes. Et quand on sortait ensemble pour draguer le soir, en bar, en boîte de nuit, etc., en fait, j'étais souvent mal à l'aise. Pourquoi j'étais mal à l'aise ? Parce qu'en fait, quand on allait draguer à deux et qu'on allait aborder des sets de deux, donc des groupes de 2 femmes, en fait, naturellement, il prenait le lead de la discussion parce qu'il avait de la tchatch, parce qu'il savait construire la connexion sociale. Et moi, je ne savais pas le faire. Je n'y arrivais pas. J'ai essayé, c'est-à-dire j'ai essayé de jouer le game de l'extraverti quelque part. Malgré tous mes efforts, il y a des moments où j'ai cru m'approcher, où j'avais l'impression d'être au niveau d'un extraverti, mais en fait, ce n'était pas le cas. Ça me fatiguait, je n'y prenais pas de plaisir, et puis surtout, j'avais l'impression d'aller dans une direction qui n'était pas la mienne. Et quand on allait aborder des groupes de 2 comme ça, en fait, j'étais mal à l'aise. Parce que du coup, je ne savais pas où était ma place. Et en fait, l'erreur que je faisais, on en revient à la self-awareness, l'erreur que je faisais, c'est que j'essayais de jouer un game qui n'était pas le mien. Le game de Seb, de l'extraverti, n'est pas du tout mon game d'introverti. Mais j'ai mis très longtemps à comprendre ça. Et le jour où j'ai compris que c'est pas ce game-là que je devais jouer, j'ai commencé à prendre du recul. J'ai commencé à me dire, ok, self-awareness, quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, qu'est-ce que j'aime faire et quelle carte je devrais actionner pour être au maximum de mon potentiel et pour être à 100% aligné avec qui je suis au fond de moi. Et ce jour-là, j'ai appris comment utiliser ce qui, à mes yeux en tout cas, à l'époque, était une faiblesse. Et je sais que ça peut surprendre, mais à l'époque, je considérais qu'être introverti était un défaut. Et si vous aussi, c'est ce que vous pensez que vous êtes introverti, vous pouvez le dire en commentaire. Je me sentirais un peu moins seul parce que parfois, j'ai l'impression d'être le... Enfin, je pense que je ne suis pas le seul. J'ai déjà rencontré des introvertis qui pensaient que c'était un défaut. Peut-être que c'est votre cas aussi si vous écoutez ce podcast. Donc pendant des années, je pensais que c'était un défaut et je cherchais à le corriger.
Et à un moment, j'ai pris du recul et je me suis dit, pourquoi je considère que c'est un défaut, l'extraversion? Et finalement, j'ai pris encore plus de recul, je me suis dit, pourquoi ce serait un défaut? Pourquoi l'introversion serait un problème? Et finalement, c'est là que j'ai compris le fond du problème. En fait, pourquoi je considérais qu'être introverti était un problème? Parce qu'en fait, au fond du fond, ce que je cherchais à faire quand je draguais une femme, je cherchais à impressionner. Je voulais devenir un extraverti parce que je cherchais à impressionner. Et en fait, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas parce que quand on essaye d'impressionner, en fait, la seule personne que vous impressionnez, c'est votre ego. Mais ce n'est pas la nana. Et la nana va le sentir. Et ça, c'est un secret également que je peux vous donner. Le secret pour impressionner, c'est pas de chercher à impressionner. Le secret pour impressionner, c'est d'être impressionnant. C'est ça le secret. Et là, du coup, je pris du recul, je me dis, ok, du coup, pour me détacher de ce besoin de chercher à impressionner, il faut que je comprenne pourquoi. Et finalement, j'ai compris que le problème, c'était mon ego à l'époque. Je suis toujours quelqu'un avec de l'ego aujourd'hui, et on a tous de l'ego. Vous aussi, qui écoutez ce podcast, vous avez de l'ego. Tout le monde a de l'ego. Alban a de l'ego aussi. Bob a de l'ego aussi. Tout le monde a de l'ego. Par contre, l'ego devient un problème quand il vous empêche de devenir qui vous êtes. Parce que vous voulez combler une blessure de votre ego en cherchant à épater la galerie. Comme ça a été mon cas pendant de nombreuses années. Donc, le jour où j'ai compris ça, j'ai appris non pas à tuer mon ego, parce que ça, c'est un conseil de merde de développement personnel que vous trouvez un peu partout sur Internet. Et je vous déconseille de le faire parce que j'ai essayé. Et vous ne tuerez jamais votre ego. C'est normal d'avoir de l'ego. On en a tous. Et généralement, quand on s'intéresse au sujet de la séduction, et si vous écoutez ce podcast, c'est que vous y intéressez, nécessairement, c'est que vous avez de l'ego. Parce que ce qui amène à s'intéresser à la séduction, c'est souvent des blessures, des humiliations, des traumatismes, et c'est connecté à l'ego. Parce que si vous n'avez aucun ego, ça veut dire que rien de ce qui vous arrive ne vous affecte, ça veut dire que vous en foutez de tout, et globalement, si c'est le cas, en fait, vous ne serez jamais en train d'écouter ce podcast. Donc nécessairement, si vous êtes ici, c'est que vous êtes un petit peu comme moi, c'est que vous avez de l'ego vous aussi. Par contre, l'ego est un problème quand il vous emmène dans la mauvaise direction, comme je le disais tout à l'heure, qui est de chercher à impressionner. Ce jour-là, j'ai appris à recabler mon ego dans un sens qui me permette d'aller de l'avant. J'utilise l'ego aujourd'hui comme une énergie qui me pousse à la remise en question permanente. C'est-à-dire que quand j'ai un échec, l'ego fait que cet échec est douloureux, et plutôt que de se morfondre dans l'échec, ou de chercher, de se venger par ego ou quoi que ce soit, on utilise cette énergie qui vient de l'ego pour se poser les bonnes questions, en disant « Pourquoi j'ai subi un échec? Qu'est-ce qui a mal tourné ?» Ok ? Donc là, déjà, j'ai eu un premier déclic par rapport à ça. Et le deuxième déclic que j'ai eu par rapport à l'introversion et l'extraversion, c'est de changer de mindset et de comprendre que l'introversion peut être une qualité à condition de savoir s'en servir. Ce jour-là, j'ai commencé à construire, entre guillemets, mon game d'introverti à 80%. D'utiliser la carte du mystère, qui est quelque chose que j'utilise beaucoup et qui marche très très bien. D'utiliser la carte du mec qui parle pas beaucoup. Là, je suis en train d'enregistrer ce podcast, donc vous allez dire que je suis bavard, mais en même temps, c'est normal, je suis en train de parler tout seul devant mon micro, donc c'est normal. Mais en groupe, je préfère écouter que parler, globalement. Je suis pas forcément ultra expressif en groupe, parce que ce n'est pas mon caractère, tout simplement. Ça aurait été le caractère d'un mec comme Seb, qui est un extraverti par essence, mais ce n'est pas mon caractère. Et c'est sur ce point où je veux en venir, et ça c'est un autre conseil que je vous donne et que Alban a compris, c'est self-awareness sur vos forces et vos faiblesses et utiliser vos traits de caractère comme un avantage.
Alban, même si c'était quelqu'un de social, il était introverti. Donc du coup, il était introverti lui aussi, ouais. Il utilisait donc cette carte de l'introverti pour créer une connexion facilement quand il allait voir une femme. Ok ? Il utilisait sa nonchalance pour désarmer au début d'une approche. Comme ça, une femme qui se fait approcher par Alban, elle ne va pas se dire « Putain, c'est encore un connard qui vient me draguer ». Elle va se dire « Bon, c'est juste un mec qui veut socialiser ». Sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que petit à petit, il avance, la nana apprend à le connaître, et en fait, petit à petit, il marque des points. La nana se dit « Ouais, en fait, c'est un mec, en fait, il est intéressant ». Et c'est comme ça qu'il marque son jeu. Et Bob, dont je parlais tout à l'heure, pourquoi n'y arrivait pas ? En fait, Bob, c'est quelqu'un qui n'a jamais développé cette self-awareness. Et ça, c'est une erreur également que je peux vous donner, que Bob a beaucoup fait et que Alban ne fait pas, qui est le corollaire directement de ça. En fait, comme Bob ne s'est jamais posé sérieusement ces questions-là et n'a pas de self-awareness par rapport à ses forces et ses faiblesses, et Bob, il est tombé dans ce que j'appelle le piège des routines. Le piège des routines, qu'est-ce que c'est ? C'est l'apprentissage de ce qu'on appelle des frames ou des phrases de drague par cœur ou des histoires par cœur qu'on va ressortir dans une interaction, un petit peu comme un robot, parce que c'est des phrases qui permettent de meubler une conversation. Et ça paraît quelque chose d'intelligent dit comme ça, parce qu'on peut se dire, c'est des histoires qui ont fait leurs preuves, donc c'est bien de les apprendre par cœur et de les ressortir. Sauf qu'en fait, c'est complètement con, parce que du coup, quand on fait ça, en fait, on perd complètement en personnalité. Et Alban, quand lui, il allait draguer des nanas, il parlait jamais de routine, de frame. Je l'ai jamais entendu de ma vie, et il m'a jamais parlé de ça non plus, réciter par cœur des histoires ou des frames qu'il a trouvées sur Internet. Non. En fait, la frame de Alban, c'était sa life, sa vie. Il racontait sa vie, tout simplement. Et sa vie, je vais vous le dire tout de suite, parce que là, je sais qu'il y a peut-être des red pills qui écoutent cet audio et qui vont dire « Ah, mais Alban, forcément, il avait une vie de ouf. » Non. La vie d'Alban était banale. Mais il savait la rendre intéressante parce que dans sa façon de parler, il rendait ça intéressant. Alors que Bob, quand il parlait à des femmes, il le faisait jamais. Et à cause de ça, en fait, il arrivait peut-être à approcher des nanas, mais en fait, il n'arrivait jamais à connecter avec les femmes. Parce qu'il ne s'est pas posé les bonnes questions. Et là-dessus, vous pouvez être le mec le plus intelligent du monde. Si vous ne vous posez pas les bonnes questions, vous n'arriverez jamais à avancer. Et ça, c'est la grosse différence entre Bob et Alban. Et je vais vous redonner un autre exemple. Une fois, c'était en 2013 ou 2014. J'étais en coloc à l'époque avec un de mes meilleurs amis. Et ces années, d'ailleurs, ça a été l'une des meilleures périodes de ma vie où j'étais le plus heureux. On a fait une coloc pendant 4 ans avec un de mes amis que j'avais rencontré dans les communautés de séduction. Et c'était à Aix-en-Provence, donc à l'époque. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis originaire d'Aix-en-Provence. Et pour vous donner un ordre d'idée, dans cette coloc, avec mes potes, c'est plus les potes qui ont trouvé le surnom, ou je crois que c'était Seb d'ailleurs, la personne dont je vous ai parlé tout à l'heure qui avait trouvé le surnom. La coloc était surnommée l'asile des fous, pour vous donner un ordre d'idée. C'était vraiment un asile de fous, ça hurlait tout le temps, on était tout le temps bourré, il y avait tout le temps des soirées, machin. Du lundi au vendredi, j'avais ma vie d'ingénieur chez Airbus, et les 2-3 jours du week-end, c'était l'asile des fous. Vous n'imaginez pas tout ce qui s'est passé dans cette coloc. Et donc, du coup, à cette époque-là, on s'était mis en coloc. Et à un moment, pour rigoler, on avait fait venir Alban au Before. Donc, c'est-à-dire, mon coloc et moi, on voulait sortir. Et Alban, c'était le seul dispo. Donc, du coup, on l'a fait venir. Et je dois avoir d'ailleurs la vidéo qui traîne dans un drive. Je ne sais pas si je la publierai un jour. Peut-être. Ça peut être intéressant. C'était vraiment un truc de ouf. En fait, on a fait une interview de Alban.
Et on a fait vraiment une vidéo super drôle, donc on était tous à moitié torchés. On a posé Alban sur la chaise de mon coloc, sur le bureau, donc le bureau de mon coloc. Partout sur le bureau, on a mis des bouteilles de vodka, des bouteilles de whisky, des pots de protéines, des pots d'oméga 3, créatine, etc. Donc des médicaments aussi. En fait, on a construit un décor où tout ce qu'on pouvait trouver de totalement JNQ, eh ben, on l'a mis dans le cadre. Et donc, du coup, ça donnait une vidéo où, en plus, il y a Alban qui fumait. Parce que, rappelez-vous le titre de ce podcast, des gens plus bêtes que vous ont plus de résultats en séduction que vous. Et Alban, sur cette vidéo, imaginez Doc Gynéco. Et ben, c'était exactement ça. Alban, il était en train de fumer, parce que oui, il fumait, hein, Alban aussi, pas des clopes. Hein. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Il fumait, voilà, vous avez compris. Et sur la vidéo, en plus des pots de protéines, bouteilles de vodka, machin autour, en fait, l'appart était à moitié en fumée, parce qu'en fait, il tapait la fumette. Et du coup, on a fait une interview d'Alban. Et on faisait une interview, genre Alban le dragueur. Et on lui posait des questions du genre, écoute Alban, tu vois, là Aix-en-Provence, tu vois, tu as eu beaucoup de succès, etc. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta technique, ta méthode et comment tu t'y prends? Et toutes les réponses d'Alban étaient du type, elle me plaît, je vais lui parler. Je rigole pas, c'était que des réponses comme ça. Ouais, je vais lui parler. Ah ouais, et qu'est-ce que tu lui dis comme phrase d'accroche? Je lui demande d'où elle vient. Voilà. Le niveau de conversation, pour vous donner un ordre d'idée. Toute l'interview était comme ça. Toute l'interview était comme ça. Et à le contrario, si on reprend Bob, dont on a parlé tout à l'heure. Bob, j'ai jamais fait d'interview avec lui, mais je pense que si on faisait une interview de Bob, vous auriez des réponses 100 fois plus élaborées. Vous auriez une interview digne d'un ingénieur avec de la précision, avec des méthodes, avec des techniques précises, chirurgicales, avec un mec, voilà, un haut niveau de QI qui vous fait des réponses très élaborées. Et pourtant, entre ces deux personnes, c'est Alban qui avait le plus de résultats. OK ? Et ça amène à un autre conseil. C'est bien d'avoir de la méthode, mais par contre, il faut utiliser des méthodes déjà qui sont appropriées par rapport à vous et puis surtout qui vont permettre de réellement avancer. Et là, il y avait une approche fondamentale entre les deux. C'est-à-dire que Alban, bien sûr, était aussi sur les communautés de séduction. Donc, il a appris les méthodes de séduction. Il est parti de zéro, mais il a appris. Il s'est formé et ça a pris beaucoup de temps. Mais Alban, il a regardé, il n'a pas passé des heures et des heures et des heures à regarder des méthodes. Il a choisi les méthodes dont il avait besoin et ensuite il passe à l'action. Et c'est comme ça qu'il a des résultats. C'est-à-dire qu'en fait, il se pose beaucoup de questions au début de son apprentissage, mais au moment de passer à l'action et de pratiquer, il y va. Alors que Bob avait une approche inverse. Bob passait énormément de temps à lire des dizaines et des dizaines, voire même des centaines. Je pense que c'est possible qu'il ait lu plusieurs centaines d'e-books sur le sujet. Parce que, aujourd'hui, c'est plus des e-books. Là, par exemple, chez DDP, on propose aucun e-book. Dans nos méthodes de séduction, on ne propose que des programmes avancés avec plusieurs formats de contenu en fonction des programmes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 10 ans, c'était que des e-books. Il n'y avait rien qui existait. C'était juste des e-books de 200 pages à lire. Et Bob, je sais qu'il avait une très très grande connaissance du game. Bob, je pense qu'il a lu, il a épluché, il a analysé tous les e-books possibles et imaginables qui existaient à l'époque. Je suis convaincu qu'il les a tous lus. Et Alban, pas du tout. Alban en a lu quelques-uns, mais il est très loin d'avoir la même connaissance que Bob. Et pourtant, entre les deux, par rapport au temps qu'a passé Bob à étudier tous les e-books possibles et imaginables, il est censé avoir beaucoup plus de résultats, mais en fait, il en a moins. Et en fait, pourquoi ? Dans le jargon,
dans le jargon de la séduction, il y a un terme qu'on utilise pour ça. Ça s'appelle les KJ. KJ, ça veut dire keyboard jockey. L'erreur faite ici, c'est de passer trop de temps sur des détails futiles et des étapes de la séduction qui ne sont pas si importantes que ça. Je vous donne un exemple. Dans un autre domaine, c'est comme si vous vous intéressez à la musculation, par exemple, au fitness, et qu'en fait, vous passez 3 heures par jour à vous documenter sur les meilleurs compléments alimentaires, par exemple. C'est un bon exemple, tiens, ça d'ailleurs. Alors que fondamentalement, les compléments alimentaires, quand vous avez une bonne diète, que vous entraînez bien, les compléments, c'est inutile pour la grosse majorité des gens. 2, parmi les compléments alimentaires, en fait, il n'y en a que 1 ou 2 qui sont vraiment presque nécessaires, mais tous les autres, c'est complètement superficiel. Vous perdez juste de l'argent pour rien. Et troisièmement, ce n'est pas les compléments alimentaires qui font que vous aurez des résultats. Je reviens à la philosophie du 20-80. Si vous ne savez pas ce que c'est, il y a un livre sur ça, je vous encourage à lire. Le 20-80, c'est le principe selon lequel 20% des causes font 80% des effets. Le 20-80 du fitness, ce n'est pas les compléments alimentaires. Le 20-80, c'est autre chose. C'est déjà la façon dont vous entraînez, mais c'est surtout la qualité de votre diète. Si on devait garder qu'une seule chose dans le 20-80 du fitness, c'est votre diète. C'est ça qui fait 80% du résultat. Ce n'est pas les compléments alimentaires. Ce n'est pas prendre des shakers de whey, de la créatine ou des oméga 3 qui va faire que vous aurez un corps bien fit. Ce n'est pas du tout ça. Et l'erreur que faisait Bob en séduction, c'est de se focaliser sur des détails qui ne sont pas importants, comme par exemple les routines, ce qu'on appelle les frames. Les routines qui sont peut-être une des choses les plus inutiles qui soient en séduction, parce que quand vous avez compris comment fonctionne la séduction et quels sont les grands principes pour séduire une femme, en fait, vous n'avez pas besoin de routine. Je vous donne un autre exemple, sur Tinder par exemple. Dans la méthode Hack Tinder qu'on enseigne chez DDP, qui est celle qui traite des applications de rencontres, on parle assez peu de la description, par exemple. Pourquoi ? Parce que ça, c'est une erreur que je vois souvent. Il y a beaucoup d'hommes qui mettent une énergie disproportionnée sur l'élaboration d'une description parfaite, alors qu'en fait, le 20-80 d'un profil, c'est pas la description. Le 20-80 d'un profil, il y a 2 éléments. Il y a un, c'est la photo principale. Et je ne dis pas les photos, je dis la photo principale. La photo que vous avez utilisée sur votre profil est déterminante sur vos résultats. Si vous avez 6 photos sur votre profil, c'est la photo numéro 1 que vous allez utiliser qui va être le 20-80 de vos résultats. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième 20-80 pour avoir des matchs sur Tinder, c'est l'algorithme. La maîtrise du fonctionnement de l'algorithme en suivant par exemple l'application, la procédure de reset qu'on enseigne chez Hack Tinder, pour utiliser l'algorithme à votre avantage et faire en sorte d'avoir un profil qui est boosté, qui est mis en avant par l'algorithme des applications. Ok ? C'est ça l'approche 20-80. Et Alban, ça, il l'a très bien compris. Alban, qu'est-ce qu'il fait ? Il se fait pas chier avec les détails inutiles de la séduction. Déjà, Alban, il a compris que le 20-80 en séduction, c'est déjà d'aller parler aux femmes. C'est déjà de commencer par ça. Et Bob savait que c'était quelque chose d'important, mais il ne mettait pas l'effort sur ça. Il mettait l'effort sur des routines. Alors qu'en fait, non seulement ça ne marchait pas très très bien, mais en plus de ça, comme dirait Brice de Nice, il s'auto-cassait parce qu'en fait, à travers les routines, il n'était pas authentique. Et comme il n'était pas authentique, en fait, il ne connecte pas à un niveau émotionnel fort avec les femmes. Et du coup, à cause de ça, en fait, il n'avait pas autant de résultats qu'il devrait en avoir vis-à-vis des efforts qu'il fournit. Parce que vu l'effort qu'il a fourni, il devrait avoir beaucoup plus de résultats que ça. Voilà pour les quelques conseils. Et si vous voulez d'autres conseils sur la séduction, je vous laisse avec les autres vidéos du podcast, puisqu'il y a beaucoup de podcasts où on parle de séduction. Et pour aller plus loin, je vous renvoie sur les liens qui se trouvent en description.